plaisir d'accueillir Pierre-Luc Lermite, qui a un parcours relativement hors du commun. C'est un passionné de littérature, de danse et de musique. Et il est à la fois ostéopathe, docteur enseignant et chercheur en philosophie des sciences juridiques à l'Institut Maurice Horiot à Toulouse. Alors, comment il en est venu à étudier le droit et la philosophie du droit? Alors, je le cite, je l'ai eu au téléphone, on a échangé un peu, parce que le DU de dissection était complet. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. En fait, c'est ce mélange de folle curiosité et de rigueur à toute épreuve qui lui permet de s'interroger aujourd'hui sur la nature scientifique d'un acte de soin. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais laisser Pierre-Luc disséquer pour nous quelques notions grâce à l'épistémologie. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, super. Alors, merci d'abord aux organisateurs parce que, comme chacun sait, des circonstances comme cela, ça nécessite quand même son lot d'adaptation, donc ça devait être assez délicat. Donc, on va essayer quand même de faire en sorte que ça fonctionne bien, d'autant plus que j'avais enregistré ma première version et là que je me retrouve un peu plus en direct que prévu, ce qui sont les petits aléas du direct certainement. Donc, initialement, cette présentation devait avoir lieu l'année universitaire précédente, au sujet de l'introduction justement aux sciences médicales avec une approche épistémologique. Entre-temps, mon actualité a un peu changé puisque j'ai effectivement publié un livre qui s'appelle Introduction à la science ostéopathique par une approche épistémologique. Donc ça n'est finalement rien de plus qu'une application singulière de ce qui procède d'une démarche assez similaire, donc ça devrait quand même pouvoir fonctionner. Donc une première chose un peu évidente, c'est que 20 minutes seront excessivement insuffisantes pour aborder tous ces sujets assez délicats qui mobilisent des matières assez différentes. Donc ça mobilise notamment, en tout cas pour cet ouvrage, je m'en suis rendu compte particulièrement, des matières d'érudition, des disciplines assez différentes comme la philosophie, la linguistique, l'histoire, la sociologie, le droit et même la politique. Toute la mobilisation de ces différentes disciplines rend la tâche assez ardue et évidemment on ne peut pas être un spécialiste exhaustif de toutes ces disciplines réunies. Toujours est-il que dans le cadre des sciences médicales particulièrement, il y a quand même une nécessité d'investiguer la médecine pour essayer de comprendre son rapport avec la science, puisqu'il y a une espèce d'implicite qui est toujours un peu présent, qui consiste à dire que la médecine est une science, la médecine au sens conventionnel du terme. Pour autant, lorsqu'on interroge la doctrine, assez rapidement, on se rend compte qu'elle n'est plutôt pas spécialement considérée comme une science, mais plutôt, comme l'écrivait Georges Canguilhem, un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle n'est pas étrangère à la dimension scientifique, mais pour autant, la qualifier de science serait certainement une erreur. Et évidemment, dans le cadre des interventions non médicamenteuses, bon nombre de disciplines se revendiquent avec l'épithète de médecine, parce qu'elles réalisent par exemple des actes de diagnostic et des actes de soins. Et pour autant, elles peuvent aussi très bien s'interroger sur leur rapport avec une certaine forme de scientificité. Donc en général, la science est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est un outil assez précieux à bien des égards, puisque depuis longtemps, il participe un petit peu d'une construction sociale. On avait des choses similaires chez Jean-Jacques Rousseau, et sans vouloir se comparer à lui, évidemment, de manière contemporaine, aujourd'hui, il y a un impératif, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire la démonstration de la valeur en quelque sorte rationnelle de sa discipline pour avoir un accueil paradigmatique beaucoup plus favorable et pouvoir être intégré plus aisément dans une société. Donc si pendant longtemps il y avait une relation de connivence entre la philosophie des sciences à laquelle appartient l'épistémologie et la médecine, parce que la philosophie a toujours eu un rôle finalement d'allié critique de la médecine, petit à petit la singularisation des disciplines font que on a tendance un petit peu à perdre de vue que la philosophie des sciences, l'épistémologie sont des éléments assez incontournables quand on essaye de questionner la structure d'une discipline. Donc notamment, l'épistémologie permet d'établir, en tout cas d'essayer d'établir une distinction entre deux éléments assez caricaturaux parfois dans leur représentation, qui sont les croyances et les connaissances. Les croyances, même en médecine, sont assez omniprésentes. On a tendance à croire que quand on structure une discipline aussi bien forgée au XXIe siècle comme les médecines conventionnelles, que finalement la question est entendue, il n'y a pas de croyance en médecine. Or, lorsque on consulte la littérature en sociologie ou en anthropologie médicale, on se rend compte que les croyances sont également très présentes.
La croyance est également l'expression du subjectif et donc il est difficile d'envisager un monde sans la croyance, y compris dans des milieux scientifiques. Par opposition, la connaissance en médecine, elle est aussi très précieuse puisque c'est l'outil qui va nous permettre d'établir des théories et de les tester. Pour autant, on a tendance à mélanger de temps en temps les connaissances avec la vérité, puisque si on ne peut pas parler de vérité, on peut quand même parler de forte vraisemblance, puisque les connaissances sont des éléments intégrés dans des grands moules que l'on appelle des paradigmes. Et ces paradigmes sont susceptibles, bien sûr, d'évoluer dans le temps, et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain, ce qui est également le cas en médecine. Donc les connaissances, en quelque sorte, sont conscientes qu'elles intègrent intrinsèquement une durée de vie assez limitée. Donc pour autant, elles sont quand même susceptibles de subir des tests. Et une des façons de les tester, donc en philosophie de la médecine, on peut évidemment appliquer ce qu'a écrit Karl Popper, qui a créé le critère de falsifiabilité, qui consiste à dire on ne peut pas tester une connaissance pour lui donner le statut de vérité, puisqu'il faudrait la tester un nombre infini de fois, ce qui est impossible. En revanche, on peut la soumettre à des épreuves pour montrer qu'elle n'est pas fausse. Et le fait qu'elle ne soit pas fausse lui donne en quelque sorte un statut de vérité provisoire, qu'on pourrait qualifier par exemple de vérisimilitude, en quelque sorte. Donc finalement, l'épistémologie en sciences médicales, il faut l'envisager pour essayer d'interroger justement le rapport qu'on entretient avec les connaissances, puisque l'épistémologie, en quelque sorte, permet d'essayer d'établir la connaissance de nos connaissances en la matière, puisque aujourd'hui, l'accès à la connaissance est assez aisé, puisqu'il suffit d'avoir un smartphone pour connaître la composition moléculaire d'un antibiotique, de comprendre les mécanismes des inhibitions de la recapture de la sérotonine, par exemple. Pour autant, ce qui est intéressant lorsqu'on se confronte à une donnée qui ne va pas dans le sens des connaissances que nous possédons, c'est quelle est l'erreur. Et pour pouvoir établir cette erreur, il faut pouvoir en retracer la chronologie, c'est-à-dire comprendre comment les connaissances sont apparues, puisqu'elles ne sont pas devenues spontanément des connaissances, elles ont d'abord été des découvertes. Puis ensuite, il y avait des arguments qui les ont crédités d'une certaine valeur, des arguments contre qui n'ont pas été assez efficaces pour les discréditer de cette valeur. Et petit à petit, les connaissances se sont établies suite à un certain nombre de processus, de tests, d'expérimentation, d'établissement de paradigmes. Et pouvoir retracer la chronologie de cette structuration des connaissances permet d'établir une connaissance beaucoup plus fiable. Donc il s'agit de procéder de la même manière avec la médecine, avec en quelque sorte une méthode généalogique qui permet de reprendre différents éléments, d'essayer d'évaluer leur valeur épistémique. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi déterminer la valeur des connaissances, bien entendu. Et ça, c'est un exercice relativement récent, puisque le rapport entre médecine et philosophie date globalement de la doctrine des années 90. Il y a un ouvrage intéressant qui a été publié en 2017 qui s'appelle « Introduction à la philosophie des sciences médicales ». Donc on voit que finalement, tout ceci est assez nouveau, en quelque sorte. Donc bien sûr, tout cela s'applique à la médecine conventionnelle. On peut prendre quelques éléments à titre illustratif. On peut parler par exemple des essais cliniques randomisés, contrôlés, en double aveugle, qui sont en quelque sorte un petit peu le Graal que tous les chercheurs essayent d'utiliser pour permettre d'établir l'efficacité ou en tout cas l'effectivité d'un traitement en comparaison soit un traitement de référence, soit un traitement placebo par exemple, avec ensuite des analyses computationnelles comme des revues systématiques de la littérature, des méta-analyses qui sont les éléments qu'on considère comme entendus, acquis, définitivement hors de toute critique. Or, quand on se renseigne pour essayer de comprendre comment ces essais sont apparus, on se rend compte que finalement, leur fiabilité et le contexte dans lequel ils ont apparu n'ont pas été aussi flamboyants que l'on pourrait le croire aujourd'hui. On peut parler également de la variable, de la constante, pardon, de Ronald Fisher, le fameux p-value qu'on utilise beaucoup quand on essaye de déterminer si quelque chose est significativement différent de quelque chose d'autre d'un point de vue mathématique. On pourrait croire que ce P inférieur ou égal à 0,05 est le fruit d'un calcul savant. Pour autant, ça vient juste d'une décision, c'est-à-dire d'une décision arbitraire, d'une convention. Fisher aurait pu décider d'écrire P value égale ou inférieur égale à 0,07 et dans ce cas-là, toute la structuration des échantillons et des tests aurait été relativement différente. Il y a encore l'idée que quand on fait des tests sur une partie de la population et qu'on étend ça de manière générale à toute une population, c'est ce qu'on appelle en philosophie des sciences une induction. Une induction est donc différente d'une déduction, pourtant avec le déroulé du temps, le déroulé tranquille du temps, eh bien on a commencé à mélanger l'induction et la déduction et donner une valeur de certitude à cette petite transition qui pour autant n'est qu'une valeur hypothétique. Donc plus généralement, on peut être amené à se questionner sur comment a été construite la médecine,
Donc pour ça, on a quand même quelques ouvrages de philosophie qui sont intéressants. Je pense à Michel Foucault, qui a rédigé un essai intéressant qui s'appelle « Naissance de la clinique » et un autre essai qui s'appelle « Archéologie du savoir ». Alors là, tout est dans le titre, c'est intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'archéologie, on essaye de retracer les différentes étapes de la construction, pourquoi pas scientifique d'une discipline, y compris la médecine, pour essayer de comprendre finalement comment les choses se sont établies. En faisant des fouilles, on se rend compte parfois que ce qui ressort aujourd'hui comme une espèce de certitude définitive a été l'objet de négociations qui sont parfois beaucoup plus fragiles que l'on pense. Et puis évidemment, on peut aussi s'interroger sur des questions un peu structurantes de la médecine. Je me contente d'en formuler une seule ici à titre illustratif. Quelle est la différence entre la santé et la maladie ? Eh bien, c'est assez important de se poser la question puisqu'en fonction de la réponse, on aura une façon très différente d'envisager le soin tel qu'il est défini notamment par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1946. Et donc, on peut se questionner sur finalement qu'est-ce que c'est qu'une pathologie, quels sont les processus qui permettent de les qualifier. Donc, on a des articles intéressants là-dessus de Mirko Krmek, au nom que j'ai toujours du mal à prononcer, ou de Georges Canguilhem dans son ouvrage « Le normal et le pathologique » qui a été publié en 1966 sur la question. Donc, ce que je peux faire pour essayer de donner les grandes lignes de ces investigations après avoir fait une longue introduction, mais je vais être beaucoup plus rapide sur le développement pour essayer de tenir le temps. Dans mon ouvrage, en tout cas Introduction à la science ostéopathique, j'ai essayé d'appréhender cette analyse en 3 temps. Tout d'abord, la possibilité d'une science médicale, la démarche d'une science médicale, et ensuite les fondements de la science médicale. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on s'interroge sur la possibilité d'une science médicale, c'est que cette évidence n'est peut-être pas aussi évidente, justement. Et il y a un certain nombre d'éléments à clarifier. Alors, on peut se contenter d'en mentionner quelques-uns, comme par exemple le fait que la médecine se décompose classiquement en 2 éléments. Elle se décompose en la pratique médicale, qui, là, sont l'affaire des personnes qui sont titulaires d'un diplôme qui permet de l'exercer, que ce soit en médecine conventionnelle ou dans d'autres types de médecine, où il s'agit donc d'un artisanat qui est destiné à prendre en charge un patient. Et il y a aussi la science médicale qui est l'affaire pas seulement des soignants, mais aussi de différents scientifiques. Alors, des scientifiques qui peuvent être donc des sciences de la nature, bien entendu, des biologistes, des mathématiciens, des physiciens qui vont faire peut-être des mesures, mais également des sciences humaines comme des philosophes, des historiens, des sociologues qui vont essayer d'analyser la médecine par d'autres biais. Et c'est l'enrichissement mutuel et finalement consubstantiel des sciences médicales et de la pratique médicale qui va fonder la médecine. Donc ça, c'est déjà important de faire la distinction entre les deux. Donc tous les médecins n'ont pas forcément vocation à être des scientifiques, même s'ils doivent s'alimenter de données médicales, bien évidemment. Il y a ensuite les questions épineuses du langage, bien évidemment, sur la terminologie qu'il faut adopter entre d'un côté la médecine conventionnelle et les médecines qu'on qualifie un peu pudiquement de non conventionnelles, ainsi que sur les définitions qu'on peut apporter à des médecines dites alternatives, parallèles, complémentaires, médecine douce, médecine dure, l'opposition dichotomique entre médecine classique qui s'opposerait à une médecine baroque. Donc c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire dans mon ouvrage pour essayer de montrer les avantages et les inconvénients de ces différents termes. Il y a aussi la question de temps en temps un peu délicate du langage et d'une certaine métaphoricité qu'on utilise dans certaines médecines pour décrire son art, qui parfois est un petit peu contre-productive dans un langage scientifique où il y a besoin de respecter une certaine grammaire, une certaine modalité pour les énoncer, pour essayer justement de rationaliser le discours avec certaines fonctions du langage. Alors, on pourra en parler un peu, mais je vais vite. C'est la fonction, par exemple, locutoire, illocutoire, perlocutoire, qui permet de donner à un énoncé toute sa dimension rationnelle. Et puis évidemment, le langage avec les sources, ça c'est la modalité classique de la rédaction de l'article scientifique. Et là-dessus, on peut bien sûr consulter Bruno Latour, qui a écrit des choses fabuleuses sur l'article scientifique et la doctrine scientifique plus généralement, où Bruno Latour énonçait par exemple qu'il s'agit d'établir des discours qui résistent aux assauts hostiles, aux assauts d'un environnement hostile. Donc il s'agit de quand même construire des discours bien élaborés. Ensuite, on peut parler un peu de la démarche de la science médicale. Donc là, il y a vraiment énormément de choses à dire. En quelques mots, on pourrait évidemment évoquer le fait que certains théoriciens ont tendance à croire que, bien sûr, ils sont complètement déconnectés de toute once de convention ou de berceau culturel dans lequel ils se trouvent. Et donc, à cet égard,
ils n'ont pas eu d'influence extérieure et donc leurs théories médicales sont très pures. Bon, il y a un grand nombre de nuances à apporter à tout cela. Je l'ai dit tout à l'heure, déjà, le fait que les connaissances sont intégrées dans un paradigme, c'est-à-dire qu'elles ont en soi, en elles-mêmes, des durées de vie limitées, mais également il y a un très grand nombre de biais dans la construction des connaissances. On parle souvent de pièges de la pensée qu'on appelle des biais cognitifs. Là-dessus, on peut consulter bien sûr les ouvrages de Gerald Bronner qui sont assez éloquents à ce sujet, qui montrent que l'esprit a certaines façons de réfléchir qui tendent surtout à servir ses propres intérêts et à atteindre ses objectifs en reconnaissant des choses qui nous sont agréables et en écartant les choses qui nous sont déplaisantes par ce qu'on appelle notamment le biais de confirmation. Donc évidemment, l'idée, c'est d'essayer de ne pas confondre la connaissance et le désir d'atteindre un objectif qui va justement pervertir le statut des connaissances. Et pour autant, c'est pas parce que l'objectivité absolue n'existe pas qu'il faut essayer au contraire de réfréner définitivement tout élan qui tend vers l'objectivité. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la Terre, qui est un exemple qui est classiquement évoqué. Aujourd'hui, on sait globalement que la Terre est ronde, en tout cas qu'elle n'est pas plate. Pour autant, même si on n'a pas un outil mathématique qui nous permet exactement de déterminer le degré de sphéricité de la Terre, ça n'est pas pour autant qu'on est autorisé à dire que la Terre est plate. Et bien, en médecine, c'est un petit peu pareil. Il faut procéder quand même avec une certaine mesure et avec un relativisme qui n'est pas un relativisme catégorique, radicalisé, on pourrait dire aujourd'hui, un terme à la mode, mais un relativisme maîtrisé et rationnel. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Et enfin, le dernier point, ça concerne plutôt les fondements de la science médicale. Donc là, j'ai déjà un petit peu évoqué les éléments importants. Bien sûr, c'est s'interroger sur l'histoire de la médecine, son berceau, sa naissance commune dans l'Antiquité de manière assez contemporaine. Bon, si on considère qu'Hippocrate est le père de la médecine, bien sûr, il y avait des pratiques médicales antérieures. Eh bien, la médecine n'est pas née directement en tant que discipline bien délimitée, bien circonscrite. Elle s'est longtemps mélangée à la philosophie avant petit à petit de s'émanciper, avec des apports anatomiques, avec Galien, avec Vézal, et avec ensuite au XVIIIe siècle, Cabanis, Condillac, et ensuite le XIXe et le XXe qui ont été particulièrement riches en innovation. Pour autant, les connaissances en médecine ne se valent pas toutes, elles ont des valeurs épistémiques différentes, certaines ont fait l'objet de beaucoup de tests, beaucoup d'éléments, des centaines, des milliers parfois, qui donnent des éléments assez probants, assez fiables, qui donnent une certaine forme de plausibilité à la théorie, même si on sait que la théorie peut-être un jour sera dépassée, bien entendu. Et certains éléments qui appartiennent aux connaissances sont plus modestes, sont l'objet d'investigations, sont encore à l'état de conjecture. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre tout sur le même plan, mais plutôt d'organiser les différents plans pour essayer de les singulariser. Et puis, bien sûr, il faut s'interroger sur la doctrine médicale, c'est-à-dire tous les grands enjeux de la médecine. Comment aujourd'hui fait-on pour labelliser une pathologie ? Est-ce qu'il y a un processus particulier qui permet universellement de qualifier un état de santé qui dériverait de ce qu'on appelle la norme, si tant est que la norme existe? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une norme médicale? On pourrait s'interroger. Est-il bien normal de donner un même médicament à, par exemple, plusieurs pathologies qui ont des mécanismes éthiopathogéniques fort différents les uns des autres? Qu'est-ce qu'un acte médical, qui est par exemple une question souvent discutée, notamment en sciences juridiques? Autrefois, on considérait que c'était le fait d'apporter un soin à quelqu'un. Aujourd'hui, on se rend compte que cette définition est dépassée, en tout cas les plumes les plus autorisées pour parler du sujet. Je pense à la thèse de droit de Clément Cousin, qui aujourd'hui est maître de conférence en droit à Nantes, au sujet de ce que c'est qu'un acte médical. Existe-t-il des actes médicaux par principe? Y a-t-il au contraire des activités médicalisées, c'est-à-dire des actes qui touchent globalement à la santé ou pas des personnes, qui mobilisent peut-être des médecins pour leur niveau de technicité, leur connaissance, qui pour autant ne concernent pas la santé des personnes? Donc toutes ces questions sont des questions importantes qui méritent d'être posées, d'autant plus dans une société aujourd'hui où la bioéthique fait irruption et pose un certain nombre de questions sur ce que nous pensions être des connaissances immuables et définitives sur bon nombre de sujets. Je pense notamment aux questions du genre, aux questions de l'ectogenèse, aux questions du transhumanisme, etc. Alors, je pense que malgré le caractère un peu improvisé, malgré tout, de cette présentation, j'ai dû à peu près respecter le temps qui m'était imparti. Et donc, je vais peut-être pouvoir m'arrêter là et vous indiquer simplement la bibliographie qui m'a permis de préparer quand même cette conférence, et puis une façon de pouvoir me contacter, bien sûr, si c'est nécessaire pour certaines questions. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien.
Merci Pierre-Luc. Alors non seulement le temps est respecté, mais en plus la présentation a été extrêmement claire. Et donc merci pour cette pédagogie sur cette thématique compliquée de l'épistémologie. Alors j'ai une question qui concerne un peu l'actualité. Quand on parle d'épistémologie, je pense qu'on ne peut pas ne pas penser à la polémique alors de la chloroquine, mais pas seulement, hein, puisqu'on voit pas mal d'infos contradictoires qui apparaissent aussi sur des thématiques non médicamenteuses comme le port du masque, etc. etc. Est-ce que tous ces débats qui sont apparus au sein de la société ne sont pas dus en fait à un message clair que justement la médecine traite avec des vérités seulement provisoires et pas définitives. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. En philosophie, il y a quand même de temps en temps des règles qui consistent à dire qu'il faut éviter de réagir de manière trop immédiate face à un problème pour prendre le temps de la réflexion, ce qui entre un peu en contradiction avec l'actualité, vous avez raison. Pour autant, c'était intéressant puisque le grand public semblait découvrir qu'il existe en science des controverses. C'est-à-dire que de temps en temps, il n'y a pas toujours de certitude absolue, même si on préférait pour l'esprit, en tout cas l'esprit humain est beaucoup plus à l'aise avec des certitudes qu'avec des doutes. On préférait dire à tout le monde, le masque fonctionne, il donne des garanties de protection, appliquez-le, et nous avons un consensus sur le sujet. L'hydroxychloroquine, c'est pareil, on peut regarder évidemment des données à l'échelle mondiale, on peut consulter des articles, mais pour ça, ça nécessite quand même de savoir qui s'exprime, dans quelle revue cela a été publié, qui était membre du comité de lecture, y avait-il des conflits d'intérêts, sur combien de personnes l'étude a-t-elle été réalisée, dans des conditions satisfaisantes, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une certaine forme de sociologie de la publication scientifique qu'on pouvait faire, qui était intéressante, avec le fameux article qui a été publié, puis retiré de certaines revues de notoriété internationale très importantes. On s'est rendu compte que de temps en temps, il y avait aussi des limites, y compris dans les revues scientifiques, qui semblaient pourtant un mécanisme bien rodé. Donc, les chercheurs ne seront pas ignorants de toutes ces choses-là, mais c'est intéressant de voir que le grand public semblait le découvrir. Alors, est-ce que chaque médecin, scientifique, chercheur, quand il présente en fait des données, devrait en fait y associer le niveau de preuve scientifique ? C'est compliqué parce que, comme je l'ai indiqué, la médecine se divise en pratique médicale, ce que font la plupart des médecins ou même des praticiens plus généralement qui pratiquent des médecines non conventionnelles, on pourrait dire, mais ils n'ont pas tous vocation pour autant à être des scientifiques. Pour autant, dès lors qu'on décide d'établir une publication, on s'adapte aux règles de la publication scientifique qui consistent à sourcer son propos et à raisonner avec des outils qui normalement ont fait l'objet d'une certaine validation académique qui normalement permettent de prévenir un certain nombre de biais justement, même si évidemment ces mécanismes sont imparfaits. Donc on a des revues à comité de lecture, des reviewers qui normalement sont là pour éliminer un tout petit peu les dérives que l'on pourrait avoir en science et puis créer des données finalement un peu artificielles et pas des données fiables. Même si évidemment, y compris dans ce mécanisme, il y a toujours des limites. Très bien. Pour revenir au champ des INM, avec cette vision épistémologique, comment vous voyez vous la recherche sur le thème des INM ? Comment vous la voyez évoluer ? Est-ce qu'il y a des méthodologies plus appropriées ou est-ce qu'il faut intégrer plusieurs types de méthodologies pour finalement arriver à obtenir des informations relativement à la fois probantes et quelle est votre vision de la recherche sur les INM plus largement là ? Alors c'est très intéressant déjà que la recherche sur les INM existe parce que ça va un peu à l'encontre d'une ce qu'on appelle une axiomatisation. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais qu'il n'y aurait finalement qu'une médecine qui serait la médecine conventionnelle et qui aurait des outils et que la seule façon d'apporter des démonstrations d'une efficacité ou d'une théorie, ce serait de passer par l'arcane qui est déjà la voie toute tracée. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, justement, l'épistémologie permet de prendre une certaine distance
et de dire mais peut-être que des éléments différents doivent être considérés différemment avec des outils différents et que ce n'est pas parce que ce sont des outils différents qui ne permettront pas d'aboutir à un certain nombre de preuves ou d'éléments probants sur, pourquoi pas, l'efficacité d'un traitement ou la logique qui soutient une théorie qui a l'air aujourd'hui peut-être un peu étrange, mais qui peut-être dans 50 ans ou 100 ans sera assez évident. Quand on reprend l'histoire de la médecine, il y a beaucoup d'éléments qui étaient très disruptifs sur le moment, qu'on considérait avec un peu dédain, avec un petit peu une certaine suffisance, qui se sont avérés vrais avec le temps. Donc on verra bien comment va se passer le développement, mais d'un point de vue épistémologique, l'épistémologie est assez inclusive, c'est-à-dire qu'elle permet de mutualiser aussi bien les sciences sociales que les sciences de la nature, à condition d'avoir une certaine méthode. Donc c'est au contraire plutôt quelque chose de réjouissant pour l'avenir. Alors comment définiriez-vous le normal et le pathologique dans le cadre des INM? Oula. C'est un sujet... pas cadeau. Voilà, évidemment, je ne peux pas répondre de manière définitive à cela. Par contre, ça renvoie à une notion qu'on connaît bien en droit médical et en sciences médicales, qui est la notion de norme. Et par exemple, pour donner une piste de réflexion, Georges Canguilhem, qui a écrit ce livre qui s'appelle Le normal et le pathologique, parle non pas de norme, mais de normativité, c'est-à-dire une zone dans laquelle pourrait osciller un comportement. Et finalement, lorsqu'il y aurait l'apparition de pathologie, ce ne serait pas quelque chose de anormal avec un A privatif, ce serait quelque chose qui a des difficultés à changer de statut. Donc ça appelle un certain nombre de réflexions sur ce que c'est que, notamment en ostéopathie, on utilise le caractère fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fonctionnalité à l'organisme et qu'au-delà du fonctionnel, on arrive dans des états d'aphysiologie avec un A privatif. Et donc on est toujours sur une zone normative et ça, c'est déjà une belle piste de réflexion, je trouve, qui pourrait sans doute être utilisée pour les INM. Quel est votre avis sur la philosophie qui fonde l'ostéopathie et sur le fait que l'ostéopathie se qualifie de médecine? Alors, le qualificatif de médecine ostéopathique, il vient notamment de l'Organisation mondiale de la santé, médecine non conventionnelle, médecine traditionnelle, c'est comme ça que c'est décrit, et par le Parlement européen, par la médecine non conventionnelle. Ça ne répond pas à la définition de profession de santé médicale, parce que ça, c'est des titres protégés, médecin, sage-femme, chirurgien, dentiste. C'est dans ce qu'on appelle la 4e partie du Code de la santé publique, dans le livre 1, sans vouloir être rébarbatif. Et pour autant, la philosophie de l'ostéopathie, c'est un sujet assez délicat. Je peux inviter à consulter une revue qui s'appelle International Journal of Osteopathic Medicine, qui est un journal anglo-saxon, où certains auteurs se sont spécialisés un petit peu dans la recherche sur les fondements philosophiques de l'ostéopathie, qui est souvent un terme qu'on emploie pour essayer d'éviter de réfléchir sur le sujet en disant c'est pas grave, c'est de la philosophie, donc en gros, n'en discutons pas. Au contraire, il y a aujourd'hui vraiment une analyse vraiment assez pointue sur les concepts ostéopathiques. Très bien. Donc, vive l'épistémologie. Alors là, je pense qu'on a le temps est imparti, s'est écoulé. Donc encore merci Pierre-Luc. Avec plaisir. Merci pour l'organisation.